Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 57e épisode d'une semaine en comics, un épisode dans lequel on va donc passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine. Alors, niveau sortie, c'était vraiment une toute petite semaine, avec très peu de nouveaux titres, mais avec, malgré tout, 2 titres intéressants, en tout cas, 2 titres qui m'ont intéressé. Le premier, c'est Parker Girls, le nouveau Terry Moore, sorti chez Delcourt, comme à peu près tout ce que fait Terry Moore. Terry Moore, si le nom vous dit quelque chose, mais que vous ne situez pas tout à fait, c'est Strangers in Paradise, c'est Echo, c'est Rachel Rising, c'est Serial et quelques autres titres. C'est un auteur qui est à la fois scénariste et dessinateur, qui a fait l'essentiel de sa carrière en creator-owned, sous son propre label, Abstract Studios, depuis maintenant 30 ans, et qui a très peu travaillé pour les grandes compagnies américaines. Chez Marvel, il a un peu bossé sur la série Runaways, ou sur Spider-Man Loves Mary Jane. Chez DC, il a écrit quelques épisodes de Birds of Prey, mais il a vraiment fait l'essentiel de sa carrière en solo, sur ses propres personnages, et principalement d'ailleurs des personnages féminins. Et Parker Girls, c'est une série en 10 numéros. C'est en quelque sorte un spin-off de Strangers in Paradise. Et même pas en quelque sorte, d'ailleurs, c'est un spin-off de Strangers in Paradise. On y retrouve différents personnages qui sont apparus dans cette série, y compris l'un de ses personnages principaux, qui s'appelle Kachu, et qui tient à nouveau un rôle majeur dans cette histoire. Alors du coup, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut avoir lu Strangers in Paradise pour pouvoir lire Parker Girls ? Et j'aurais tendance à répondre que non. Alors, c'est sans doute mieux pour bien cerner la personnalité d'une partie des protagonistes, et surtout les relations préexistantes entre certains d'entre eux, mais finalement, c'est pas indispensable non plus. Parce que Parker Girls repose sur un scénario qui est quand même suffisamment fort pour qu'il puisse apprécier, même si on sait rien de ce qui a précédé. Alors, pour commencer, c'est quoi les Parker Girls ? C'est une organisation qui n'a aucune existence légale. C'est une organisation qui est exclusivement composée de femmes et qui décide occasionnellement de mener des enquêtes sur certaines affaires, en parallèle aux enquêtes officielles, et parfois même en se substituant aux dites enquêtes. Leur but, ça peut être de conduire des criminels devant la justice, mais le plus souvent, les enquêtes des Parker Girls, elles servent leurs intérêts propres, et elles vont pas forcément s'encombrer de légalité. S'il faut tuer ou torturer quelques salopards pour parvenir à leur fin, de leur point de vue, c'est une méthode qui est tout à fait acceptable. Alors, à quelle affaire vont s'intéresser les Parker Girls ici ? Eh bien en fait, au départ, on va suivre plusieurs affaires qui, a priori, n'ont pas de lien entre elles. Il y a d'abord ce type, ici, qui est comptable dans une grosse boîte, qui a détourné à son profit plusieurs millions de dollars. Alors, le type en question, en fait, a appris qu'il souffrait d'un cancer incurable, et il a décidé de faire un gros coup avant de partir. Sauf que, les médecins se sont plantés, il va très bien, et du coup, le voilà dans la merde, parce que c'est quelque chose qu'il n'avait pas du tout prévu. Il y a ensuite la mort d'une célèbre actrice, qui est retrouvée noyée sur une plage de Californie, à Malibu. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est un meurtre ? Est-ce que c'est un suicide ? Dans un premier temps, toutes les pistes sont possibles. Et puis, il y a enfin un petit génie de la high-tech, un type très bien en apparence, qui consacre une bonne partie de ses revenus à lutter contre la pauvreté à l'échelle mondiale. Alors, première précision, le type en question, c'est le mari de l'actrice qu'on a retrouvée morte.
Deuxième précision, le type en question, c'est aussi l'employeur du comptable qui a détourné 10 millions de dollars. Et puis, dernière précision, le type en question, il a dissimulé dans un paradis fiscal un compte qui est doté de montants considérables, mais dont on ignore l'origine, mais qui laisse planer le doute sur ses véritables motivations quand il prétend lutter pour le bien de l'humanité. Et donc, à travers ce personnage, les différentes affaires évoquées dans cette histoire trouvent tout naturellement leur point commun. Je vais pas en dire plus sur l'histoire, mais Terry Moore a concocté autour de ces différents événements une intrigue qui est vraiment très bien foutue, qui est très précise et détaillée dans ses différents développements et dans la manière dont tout ça va s'imbriquer. C'est vraiment de la mécanique de précision, et de ce point de vue, vraiment, je trouve que c'est assez parfait. L'autre point essentiel, c'est le traitement de ces personnages, et là aussi, il me semble que tout est parfaitement réussi. On a droit à une galerie de personnages qui sont tous très bien campés, que ce soit les différents membres des Parker Girls qu'on va croiser au fil du récit, mais également leur adversaire principal, l'homme sur lequel elles vont enquêter, et qui est largement au niveau pour leur tenir tête, et pour faire en sorte de rendre leur enquête extrêmement compliquée. Alors, encore une fois, avoir lu Strangers in Paradise, c'est certainement un plus, surtout pour bien appréhender les motivations de certains personnages, en particulier Kachu, qui est quand même le personnage central, mais il me semble quand même qu'on peut faire sans. Et même, il n'est pas exclu que la lecture de Parker Girls vous donne envie de découvrir Strangers in Paradise, auquel cas, ça fonctionne très bien dans ce sens également. Côté dessin, c'est ce que je vous montre depuis le début. C'est un noir et blanc avec un trait extrêmement fin et précis. La particularité du style de Terry Moore, c'est de ne jamais, ou presque, utiliser d'aplat noir sur ses planches. Et vraiment, toute la qualité de son dessin repose sur la précision de son trait. C'est une technique que je trouve particulièrement casse-gueule, mais dans laquelle Terry Moore est vraiment passé maître depuis un bout de temps. Et donc, je trouve que le résultat est quand même assez superbe. Alors, en ce qui me concerne, de base, c'est toujours un plaisir de retrouver Terry Moore, mais là, il me semble que Parker Girls, c'est vraiment une de ses toutes meilleures œuvres, que ce soit au niveau du dessin, ou au niveau du scénario. Donc que vous connaissiez ou pas ses travaux précédents, c'est un bouquin que je conseille vraiment. Alors après, le risque, c'est que vous soyez pris d'une furieuse envie de vous procurer tout Terry Moore, mais bon, honnêtement, c'est pas la pire chose qui pourrait vous arriver. En bonus au récit, on a droit aux couvertures originales de la série, ainsi que à une série de pin-up, alors dans tous les sens du terme du coup, et avec là aussi quand même de très très belles choses. Parker Girls, c'est donc un album de 224 pages au format 17 par 26 cm, dans une édition souple qui est similaire au format de toutes les œuvres de Terry Moore parues chez Delcourt. La traduction, elle est d'Anne Capuron, et le tout est vendu au prix de 22,95 €. On enchaîne avec l'autre nouveauté de la semaine qui a retenu mon attention, Zorro d'Entre les Morts, le nouveau titre, écrit et dessiné par Sean Gordon Murphy. Alors là, pour le coup, on va pas feuilleter l'édition française. J'avais chopé l'édition en VO, en singles. Alors, on peut quand même préciser que l'édition française, elle est en très grand format.
C'est du 21 par 32 cm, donc c'est un format identique à celui de la collection Urban, et donc un format qui est bien plus grand que la VO que je vais vous présenter. À noter également que, il y a plusieurs éditions françaises. Il y en a une en couleur, classique, à 19€, une autre en noir et blanc, pour 1€ de plus, et puis, il y a même une troisième version, mais on en reparlera d'ici une semaine ou deux, quand j'aurai mon exemplaire entre les mains. Alors donc, Zoro, personnage qui est quand même connu d'à peu près tout le monde, je pense. Alors, peut-être pas dans sa forme originale, qui était un roman paru en feuilleton en 1919 et signé Johnston McCulley. On le connaît plutôt à travers ses diverses adaptations, que ce soit au cinéma, en série, voire en bande dessinée, parce que on a quand même eu droit à un paquet d'adaptations en comics, y compris sans doute la plus belle d'entre elles, qui est signée Alex Toth, qui devait initialement sortir en même temps que la version de Murphy, mais qui a été reportée au mois d'octobre. C'est pas grave, du coup, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, première chose à dire sur cette mini-série, c'est que l'action ne se déroule pas au début du 19e siècle comme l'œuvre originale. Elle se déroule de nos jours, au Mexique, dans la petite ville de La Vega. La Vega comme Don Diego de La Vega, la véritable identité du Zorro originel. Et de fait, à La Vega, on voue un véritable culte à Zorro, et on le célèbre chaque année, le jour des morts, où on organise tout un spectacle autour du personnage. Mais tout ça va changer le jour où La Vega va tomber sous la coupe d'un groupe de narcotrafiquants qui est venu s'installer là et qui fait régner la terreur à La Vega. Et ces narcotrafiquants, ils voient pas du tout d'un bon œil tout ce culte autour de Zorro, qui est quand même un symbole de liberté et de résistance à l'oppression. Et donc, ils vont interdire aux habitants de célébrer Zorro, et, histoire que le message passe bien, leur chef, qui se fait appeler El Roro, va exécuter l'acteur qui joue le rôle de Zorro, sous les yeux de ses deux enfants, son fils Diego et sa fille Rosa. Cut 20 ans plus tard, Rosa travaille désormais pour le cartel d'El Roro, et son frère Diego, lui, il s'est jamais remis de la mort de son père. Il a plus prononcé un seul mot depuis ce jour, et il vit en compagnie d'Alejandro, qui est un vieil homme qui continue discrètement de faire vivre le culte de Zorro. Et tout va basculer le jour où El Roro va abattre Alejandro. Et là, c'en est trop pour Diego, qui va totalement vriller, et qui va décider de venger la mort d'Alejandro, et aussi celle de son père, en devenant Zorro. Et le truc assez particulier de cette histoire, c'est ça. C'est que Diego, il va pas juste enfiler les vieux habits de Zorro, il est Zorro. Dans sa tête, il est plus Diego, il est littéralement la réincarnation de Zorro. Alors, est-ce que Diego est complètement cintré ? Oui, complètement. Et est-ce qu'il est malgré tout Zorro ? Oui aussi. Sean Murphy, en fait, décide de mettre en scène un héros qui est totalement perché, qui est vraiment zinzin, qui va s'attaquer tout seul, ou presque, à tout un cartel de la drogue. Alors, aux yeux de certains, et en particulier de sa sœur, il va apparaître comme un dingo, mais aux yeux des autres, et notamment de toute une partie de la population de La Vega, il va véritablement incarner tout ce que le personnage de Zorro symbolise dans l'imaginaire collectif, et en particulier la résistance à l'oppression.
Et dans un contexte aussi explosif que celui de cette ville, qui vit dans la terreur permanente du cartel d'El Roro, ça va forcément faire des étincelles. Voilà pour l'histoire, pour pas en révéler davantage. Concrètement, ça donne un pur récit d'action, avec un côté what the fuck totalement assumé de la part de Sean Murphy. On a un Zoro qui réussit des acrobaties assez peu réalistes et qui, armé de sa seule épée, peut faire face à 15 types équipés d'armes automatiques, et c'est lui qui va en sortir vainqueur. Est-ce que c'est bien ? C'est sympathique. Au-delà des séquences d'action, il y a l'histoire entre le frère et la sœur, Diego et Rosa, qui se sont pas vus pendant 20 ans. Il y a aussi les questionnements de Rosa par rapport au rôle qu'elle joue dans tout ça, le fait qu'elle ait accepté de travailler pour le cartel d'El Roro pour survivre, et puis il y a aussi quelques petites choses ici ou là pour donner un peu d'épaisseur au personnage. Mais tout ça reste quand même très classique, avec donc Zoro au centre de l'histoire, et puis l'impact que sa réapparition va avoir sur La Vega et sur ses habitants. Alors, clairement, Sean Murphy est bien meilleur dessinateur que scénariste, donc niveau intrigue, c'est un peu cousu de fil blanc. Ça fait le job, mais il n'y a rien de renversant non plus. Donc, c'est un album qui s'apprécie avant tout pour les planches de Sean Murphy. Et là, effectivement, on en prend quand même plein les mirettes. Pour le reste, c'est plutôt amusant de suivre cette espèce de Zoro dingo, et puis de le voir débarquer dans le monde moderne et de semer le bazar. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Pour ce qui est de la VF, j'ai fait que la feuilletée. Il s'agit donc, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une édition grand format qu'Urban propose en 2 versions, couleur et noir et blanc, à respectivement 19 et 20 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.